Pendant mes années d'études à Paris, entre 1981 et 1985, j'ai eu le bonheur et la chance de pouvoir suivre le séminaire de Bernard Guenet, grand médiéviste de son temps. Et pendant 2 ans, de 1982 à 1984, j'ai suivi son séminaire d'historiographie médiévale. C'était un personnage singulier, très austère, autoritaire, un peu neurasthénique comme il le dit lui-même. Il parlait souvent de ses problèmes de santé sur le plan psychologique, qui fut d'un esprit brillant. Il avait écrit déjà à cette époque un certain nombre d'ouvrages qui s'imposaient alors. Aux presses universitaires de France, un ouvrage sur l'Occident au XIVe et XVe siècle, dans la collection Nouvelle Clio, portant sur les États. Il avait publié également, au sortir de sa thèse de doctorat, cette monographie essentielle portant sur les gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen-Âge. Je voudrais, non pas m'étendre sur le personnage auquel je dois beaucoup, mais je voudrais ici lire la conclusion qu'il a donnée à son livre « Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval », qui est daté de 1980, mais qui en fait n'est sorti qu'en janvier 1981 aux éditions Aubier-Montaigne. C'est peu de temps, 1 an après la publication de son livre, que j'ai eu l'honneur de présenter une conférence à son séminaire à la Sorbonne sur la conception de l'histoire dans les traités théoriques de l'histoire au XVIIe siècle. Voici donc la conclusion de son ouvrage. Lorsqu'aux 2 premiers siècles de notre ère, l'Empire romain brillait de tout son éclat, le passé en fascinait beaucoup. Mais chacun attendait de l'histoire qu'elle prît d'autres formes et traitât d'autres thèmes. Dans l'Orient, qu'imprégnait la culture grecque, un vaste public accueillait avec passion des récits qui lui disaient la guerre de Troie ou l'épopée d'Alexandre. L'une et l'autre surgissaient d'un passé trop lointain pour être contrôlé. L'imaginaire envahissait le récit historique. Peu s'en souciaient, pourvu qu'il fût plaisant. Dans tout l'Empire, une histoire plus austère était portée par une élite politique de vieilles traditions culturelles qui comptait sur elle pour garder vivante la mémoire du passé romain. Celle-là était servie par les héritiers de 2 traditions fort anciennes. Par des chronographes dont l'humble érudition s'attachait simplement à situer les événements dans le temps, et par des auteurs qui, utilisant essentiellement des témoignages oraux, les critiquant avec toute l'indépendance de leur jugement, écrivant à partir d'eux des récits qu'embellissaient une savante rhétorique et que ponctuaient de splendides discours, étaient fiers de se dire historiens. Après la tourmente du IIIe siècle, l'histoire des IVe, Ve et VIe siècles fut fidèle à ces traditions. Elle dut toutefois s'adapter à une atmosphère qui avait bien changé. Une nouvelle classe politique était apparue qui n'avait pas de passé et que satisfaisait une culture élémentaire. La circulation de l'information et des livres se faisait de plus en plus difficile, la vérité de moins en moins accessible. L'érudition la plus raffinée pouvait côtoyer l'ignorance la plus profonde. Le christianisme, enfin, triomphait. Il en résulta que les plaisants récits qui faisaient la part belle à l'imaginaire, traduits en latin, gagnèrent tout l'Empire. Mais la savante rhétorique des historiens païens fut boudée et par l'élite politique qu'elle dépassait, et par l'élite chrétienne qui s'en méfiait. Inversement, les chronographes et les abréviateurs païens eurent d'autant plus de succès qu'ils transmirent à la première
le modeste savoir dont elle avait besoin et que leurs œuvres, porteuses de faits et non d'idéologie, furent utilisées par la seconde sans réticence. Les chrétiens, quant à eux, lorsqu'ils furent historiens, perdirent la superbe des païens qui les avaient précédés. Ils ne firent plus confiance à leur propre jugement. Ils se soumirent à l'autorité de l'Église et à celle de l'État. Ils voulurent que leur histoire fût l'humble servante de la théologie. Ils quêtèrent pour elle l'approbation de l'empereur. Au Ve siècle, Sosomène demandait à Théodose II d'approuver officiellement son livre car, expliquait-il, « Personne ne pourra rien objecter à ce que vous, empereur, aurez approuvé. » L'histoire avait appris pour longtemps la modestie. Ces modestes historiens chrétiens, à la fois appuyés sur les traditions de l'historiographie antique et sur les convictions religieuses, surent pourtant engager l'histoire dans des voies nouvelles. Eusèbe de Césarée fut leur initiateur. Alors que les historiens de l'Antiquité avaient considéré séparément chaque civilisation, son christianisme encouragea Eusèbe à embrasser d'un seul regard toute l'histoire du monde. Confrontant tous les travaux des chronographes qui l'avaient précédé, il eut l'audace d'en tirer une chronologie universelle comparée. De même, écrivant l'histoire du peuple chrétien, il conserva le moule antique de l'histoire, mais il renonça à mettre dans la bouche de ses héros des discours inventés. Il remonta au-delà de la mémoire en utilisant, outre les sources orales, des sources écrites qu'il identifia et cita presque mot à mot. Après Eusèbe, ses successeurs surent, comme lui, concilier perspectives religieuses, formes antiques et érudition nouvelle. Et, vers 560, retiré au monastère de Vivarium, Cassiodore pouvait retenir une dizaine d'ouvrages d'auteurs chrétiens des IVe, Ve et VIe siècles, soit histoire, soit chronique, qu'il estimait nécessaire à la formation de ses moines. Les temps difficiles que furent les 7e et 8e siècles n'ajoutèrent guère à la sélection cassiodorienne que deux œuvres d'envergure, celles d'Isidore de Séville et de Bède. C'est que l'histoire, réfugiée à l'ombre des cathédrales et des cloîtres, mal soutenue par des bibliothèques trop modestes, n'avait plus les moyens d'être ambitieuse. Clercs et moines gardaient à tout le moins la volonté de se situer dans la perspective, si mal éclairée qu'elle fût parfois, de l'histoire universelle que Dieu avait voulu. Ils entendaient surtout garder en mémoire la fondation de leur cathédrale ou de leur monastère et le souvenir, depuis lors, de son passé ininterrompu. Aussi l'essentiel de leur activité historique consistait-il à tenir à jour des annales où étaient notés chaque année quelques faits saillants, et des listes, des catalogues où étaient consignés les noms des évêques du diocèse et même, parfois, la durée de leur pontificat. Grâce à la construction politique carolingienne, la circulation des hommes et des livres fut plus aisée. Les évêchés et les monastères prospérèrent dans la paix. Leurs bibliothèques se développèrent. La culture s'y épanouit. Annales et catalogues se multiplièrent. Le Liber Pontificalis, qui donnait non seulement le nom des évêques de Rome et la durée de leur pontificat, mais encore les faits essentiels de chacun d'eux, et les annales royales qui, écrites à la chancellerie royale, disaient officieusement le point de vue de l'État, sont les meilleurs exemples de la production historique carolingienne. Parce que l'une et l'autre œuvre s'inscrivaient dans une forme déjà préparée et pratiquée par leur temps, la portaient à la perfection et
largement diffusés par les organes de l'État, servirent souvent, par la suite, de modèle. Les temps carolingiens ne furent pas simplement propices à la diffusion des œuvres qu'ils avaient vues naître. Dans tout l'Empire, et même au-delà, des bibliothèques capitulaires et monastiques relativement nombreuses accueillirent les histoires et les chroniques que Cassiodore avait sélectionnées, à quoi s'ajoutèrent les œuvres d'Isidore et de Bède. Mieux encore, de nombreux auteurs de l'Antiquité païenne y trouvèrent refuge, les abréviateurs du Bas-Empire, comme les historiens antérieurs, ceux aussi qui avaient dit d'une façon que nous savons suspecte l'histoire d'Alexandre et de Troie. L'époque carolingienne fut moins importante parce qu'elle créa que parce qu'elle diffusa. La paix carolingienne avait donné pour des siècles à l'Occident le fond commun de sa culture historique. C'est déjà beaucoup que les monastères, pendant les 2 siècles suivants, malgré l'affaissement des structures politiques, malgré les ravages des invasions, malgré les désordres qui, souvent, les paralysaient, aient pu simplement transmettre l'héritage. Leurs bibliothèques, un temps endormies, furent le refuge d'où l'histoire put reprendre, le moment venu, son essor. Ce moment vint à la fin du XIe siècle. Et pendant 50 ans, jusque vers le milieu du XIIe siècle, l'histoire connut un moment d'extraordinaire épanouissement. C'est que, dans tout l'Occident, la Réforme avait multiplié les écoles. La culture des clercs et des moines s'était développée. L'histoire profita de ce progrès général. Plus particulièrement, l'étude de la Bible, dont les exégètes scrutaient alors, surtout, le sens littéral, ne put que favoriser le goût du fait, de la chronologie, de la généalogie. La querelle des investitures, d'autre part, révéla le poids de l'histoire aux partisans du pape et à ceux de l'empereur. Les uns et les autres n'invoquaient pas le même passé, car les premiers, voulant en revenir à une tradition plus authentique, se tournaient vers un passé plus lointain, et les seconds, s'appuyant sur la coutume, étudiaient un passé plus proche, mais tous étaient conscients que l'histoire, qui leur ouvrait le passé, leur était essentielle. La croisade aussi joua dans le développement de l'histoire un rôle primordial, car la propagande par laquelle les clercs y poussèrent fut pour une large part historique. C'est par l'histoire sainte, mais aussi par l'histoire d'Alexandre et de Troie, que l'Orient fascina et attira jusqu'à lui l'Occident. Et la croisade elle-même fut une telle épopée que les récits très vite s'en multiplièrent. Ils se répandirent partout en quelques années. En développant chez tous les Occidentaux le goût du récit historique, en leur apprenant à mieux maîtriser le temps et l'espace, la croisade a été un moment fondamental dans l'histoire de leur historiographie. À quoi s'ajoutent, ici et là, des causes plus particulières. En Angleterre, la brutale conquête de 1066 avait touché à mort une civilisation florissante. Toute une génération fut paralysée par la stupeur. Puis, aux alentours de 1100, une nouvelle génération mit, dans les monastères, toute son ardeur à effacer cette rupture, à affirmer une continuité, à sauver du passé ce qui pouvait l'être. L'histoire fut sa passion. Plus prosaïquement aussi, les vieux monastères menacés par les nouveaux maîtres demandèrent à l'histoire de prouver leurs droits et leurs possessions. Sur le continent, enfin, de nouvelles entités politiques et de nouvelles forces sociales apparurent. Les courtisans des princes et les bourgeois des villes offrirent au récit des historiens une oreille d'autant plus attentive que,
Outre le plaisir qu'ils y trouvaient, mal assurés d'un présent trop récent, ils cherchaient à pousser dans le passé leurs racines. Ainsi s'explique, dans l'histoire de l'historiographie occidentale, un moment exceptionnel où les historiens furent relativement nombreux à être d'une qualité rare. Parmi eux, déjà, dans les cours et dans les villes, des clercs séculiers. Mais pour sa plus grande part, l'histoire de ce temps était l'œuvre de moines bénédictins soutenus par les bibliothèques et les scriptoria de leurs monastères. Car la grandeur des historiens d'alors n'a pas simplement été de dire leur temps et d'en conserver la mémoire. Leur principal effort a tendu à retrouver le passé. La fin du XIe et le début du XIIe siècle sont d'abord le temps d'une érudition triomphante. Celle-ci sut jouer de toutes les sources. Sources écrites, récits et documents d'archives, mais aussi sources orales. Est-ce que, en ce temps de renaissance que fut le XIIe siècle, nos érudits furent alors encouragés par l'exemple des historiens de l'Antiquité? N'est-ce pas tout simplement qu'en un temps où l'écrit prenait, de façon décisive, le relais de l'oral, la tâche s'imposa à eux de confier au parchemin tout ce qu'avait pu conserver du passé la mémoire des hommes? Toujours est-il qu'une des principales audaces de l'érudition du XIIe siècle fut de vouloir tirer parti des témoignages oraux et de la tradition orale. Une autre de ces grandes entreprises, peut-être la plus difficile, fut la conquête du temps. Après une évolution séculaire, tout l'Occident s'accordait enfin à situer chaque année dans une série continue depuis la naissance du Christ et, sauf exception, chacun acceptait enfin, quels que fussent ses doutes, de fixer cette naissance à la même année. Et maintenant que l'usage de l'ère chrétienne s'était ainsi généralisé, la tâche difficile des historiens fut de transcrire en année de l'incarnation les diverses dates que leur livraient les textes et de fixer sur la même échelle chronologique les faits que les sources écrites ou la mémoire des hommes ne situaient qu'approximativement dans le temps. Passionnés de compute, virtuoses de la chronologie, les moines du XIIe siècle s'acquittèrent de cette tâche avec un succès qui nous étonne encore. Sans doute, ce succès reste tout relatif. Notre érudition, mieux armée, a pu aller beaucoup plus loin. Du moins, les érudits de ce temps firent-ils tout ce qui était en leur pouvoir pour suivre les leçons d'Eusèbe de Césarée. Ils avaient bien compris que la première tâche de l'historien était la lente et difficile conquête d'un temps uniforme. Arrivé au moment de la composition, lorsqu'il disait le passé proche et ne pouvait s'appuyer sur aucun écrit, les historiens de ce temps furent souvent capables de construire la prose la plus élaborée, obéissant non seulement aux règles de la rhétorique antique, mais encore à celles plus récentes du cursus. Mais là où un ou plusieurs écrits les guidaient, leur exigeante érudition leur imposait de s'effacer devant l'autorité de ceux-ci et de citer leurs mots mêmes. Ils pouvaient par contre les ordonner autrement, au gré de leurs intentions, et la compilation à quoi ils aboutissaient finalement reflétait leur savoir et leur modestie, sans masquer pour autant leur personnalité. De toute façon, composition personnelle ou compilation, les meilleures histoires de ce temps furent le contraire d'histoires naïves. Ce furent de remarquables achèvements d'une histoire savante. Cette histoire savante trouvait pourtant très vite ses limites.
l'histoire souffrait d'abord de n'être pas reconnue comme une discipline autonome. On la voulait au service de la morale, du droit et surtout de la religion. L'histoire était une science auxiliaire. C'était une science si modeste qu'elle renonçait à expliquer les événements qu'elle rapportait. Les historiens étaient certes capables de leur concevoir des causes particulières qu'ils suggéraient parfois en quelques mots. Mais dérouler plus longuement l'enchaînement des causes particulières aurait d'abord brouillé la trame chronologique à laquelle ils étaient tenus. Et aussi, ils attachaient à ces causes particulières moins d'importance qu'à cette cause générale qu'était la volonté divine. Par conviction et par nécessité, ils admettaient qu'expliquer était du ressort du philosophe et du théologien, non du leur. L'histoire était cantonnée dans les faits. Et ces faits eux-mêmes, l'érudition la plus ingénieuse peinait souvent à les établir. C'était une bonne idée que de tenter de tirer parti de la tradition orale. Mais celle-ci était porteuse de déformations inévitables que rien d'autre, souvent, ne permettait de corriger. Les historiens étaient fort attentifs à tous les monuments qu'avaient laissés sur leur sol les temps passés. Mais, désarmés devant eux, ils n'en pouvaient rien conclure. Les chercheurs, dans les monastères, pouvaient bien utiliser les documents d'archives, mais ils étaient réduits aux archives de leur seul monastère. Pour porter plus haut et plus loin leur regard, ils n'avaient que les livres. Et ceux-là étaient trop souvent peu nombreux. Si bien que l'histoire neuve ne pouvait être que locale, l'histoire générale ne pouvait être que routinière. Enfin, et peut-être surtout, les érudits capables, au XIIe siècle, de grands achèvements étaient au total bien peu nombreux. Ils étaient accrochés, à travers tout l'Occident, à quelques grands centres historiographiques dispersés. Ils avaient peu de chances de se rencontrer. Ils avaient même peu de chances de pouvoir lire les œuvres que leurs contemporains venaient d'écrire ailleurs. Leur culture historique n'était pas à la hauteur de leur érudition. Leur critique en fut paralysée. Ce n'est pas que les historiens du XIIe siècle n'avaient pas le sens critique, mais, mal informés, ils n'avaient pas les moyens de l'exercer. Ne pouvant contrôler les faits eux-mêmes, ils n'avaient pas d'autre voie que de recourir à la critique d'autorité que la scolastique avait au même moment forgée. De deux affirmations contradictoires, ils devaient croire celle de l'autorité la plus haute. Et, pour être crus à leur tour, ils n'eurent d'autre recours, imitant Sosomène, que de se faire approuver par l'autorité la plus haute qu'ils pouvaient toucher. Si faible que fût la culture historique des historiens, elle était brillante, comparée à l'ignorance profonde de ceux qui les entouraient. La tentation des historiens fut grande de jouer de leur savoir et de profiter de cette ignorance. Certes, le problème du faux médiéval, ou de ce que nous appelons le faux médiéval, est une complexité redoutable. Mais on ne peut échapper à la conclusion que les plus grands ateliers historiques furent aussi parfois les plus actifs producteurs de faux. On peut peut-être dire que leurs auteurs ne fabriquaient pas des faux avec l'ambition de les faire passer pour vrais. Ils composaient peut-être des documents apocryphes qu'ils voulaient soumettre à l'approbation d'une autorité et rendre ainsi authentiques. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas douteux qu'ils faisaient jouer à leur profit, ou plutôt au profit de leur maison, le privilège de leur savoir. Le manque d'un public averti mettait l'érudition en déséquilibre. En dernière analyse, la plus grande faiblesse des historiens d'alors, ce fut l'ignorance des autres. En un demi-siècle d'intense activité,
les érudits bénédictins avaient sauvé du passé tout ce qui pouvait l'être, compte tenu de leurs moyens. Par la force des choses, leurs successeurs ne furent pas encouragés à renouveler leur effort. Ils le continuèrent simplement en racontant leur temps. Les historiens du XIIe siècle avaient surtout été des chercheurs. Ceux du XIIIe furent d'abord des témoins. Mais l'essentiel fut que l'histoire sortit des monastères et fut entraînée par d'autres courants. Dès avant la fin de la première moitié du XIIe siècle, elle dut aller au-devant d'un large public de laïcs passionnés d'histoire, mais plus soucieux de beaux récits que de récits vrais. Pour lui, des clercs qui n'avaient pas à leur disposition les grandes bibliothèques monastiques et qui d'ailleurs avaient moins le goût de la recherche historique que celui de la littérature, écrivirent en langue vulgaire des chansons de gestes qui, malgré leurs promesses, charrièrent plus de poésie que de vérité. Même le public lettré ne soutint plus l'histoire dans ses ambitions de naguère. En passant des monastères aux villes, les écoles perdaient le contact avec ces fonds d'archives et ces grandes bibliothèques qui avaient nourri l'érudition bénédictine. Et la multiplication des écoles urbaines ne profita pas à l'histoire, qui n'avait toujours pas, dans l'enseignement, sa place autonome. Mieux même, l'évolution des disciplines scolaires fondamentales paralysa l'histoire. Le souci de la pastorale, qu'on sent plus vif dès 1130-1140, orientait les moralistes vers des exemples dont la vérité leur importait moins que l'efficacité. La renaissance d'un droit romain rendu intemporel et adapté aux besoins d'un monde nouveau détournait les juristes de situer leurs textes dans une perspective chronologique. Les progrès d'une théologie, appuyée non plus sur la Bible, mais sur le raisonnement scolastique, dissuadaient les théologiens de trop étudier le cours de l'histoire. Autant, au début du XIIe siècle, l'érudition historique avait trouvé dans les monastères un milieu favorable, autant l'atmosphère des écoles dans la seconde moitié du XIIe siècle et celle de l'université au XIIIe lui fut hostile. Le développement des universités n'eut cependant pas pour l'histoire que des conséquences néfastes. Les nécessités de l'enseignement obligèrent les intellectuels à mettre au point au XIIIe siècle des techniques de présentation et de multiplication des textes dont l'histoire devait peu à peu profiter. Et si les juristes et les théologiens n'encourageaient pas la recherche historique, ils se rendaient pourtant bien compte qu'ils avaient besoin d'une connaissance, fût-elle élémentaire, du passé. Des encyclopédies, des manuels furent compilés pour eux. Ils furent largement diffusés. L'histoire scolastique de Pierre le Mangeur, le miroir historial de Vincent de Beauvais, la chronique des papes et des empereurs de Martin le Polonais vinrent s'ajouter au fond commun de la culture historique occidentale. Au même moment, dans chaque pays, un vaste public laïque qui n'était point paralysé par les catégories universitaires continuait à aimer l'histoire. Mais, lassé des fables des jongleurs, il était plus soucieux de retrouver dans sa vérité l'histoire de l'Antiquité ou le passé de son pays. Pour lui, nombre d'œuvres sérieuses furent traduites du latin. Plusieurs synthèses furent élaborées en langue vulgaire. Il accueillit les unes et les autres avec ferveur, si bien que le XIIe siècle avait été le temps de l'érudition historique. Le XIIIe, avec ses encyclopédies, ses synthèses, ses manuels, ses traductions, fut celui de la vulgarisation. Tout est relatif cependant.
À l'aube du XIVe siècle, en Occident, la place de l'histoire était encore modeste. Une culture historique, même légère, restait le fait d'une minorité infime. Les XIVe et XVe siècles furent des temps difficiles. C'est pourtant, en ces temps-là, que la recherche et la culture historique firent ensemble de décisifs progrès. Il y eut d'abord plus de gens qui eurent besoin d'histoire. En ce temps où les États modernes apprenaient à forger leur nouvelle puissance, il n'y eut pas de grand débat politique entre États sans argument historique. Et, dans chaque État, le gouvernement appuya ses droits et ses ambitions sur des dossiers historiques. Le peuple, qui voulait être une nation, chercha dans le passé sa commune origine. Les historiens furent plus nombreux et surtout de types plus variés. À côté des moines dont l'érudition continuait à bien servir l'histoire, à côté des littérateurs dont les plaisants récits trouvaient toujours une large audience, apparaissaient, dans les nombreux bureaux nés du service public, des historiens auxquels l'importance du document n'échappait pas et que le maniement d'archives n'effrayait pas. Et les amateurs se multiplièrent pour lesquels, chevaliers ou marchands, l'histoire fut une passion qu'ils pouvaient désormais satisfaire. Car la culture historique devint plus accessible. Des scribes plus nombreux, aux méthodes plus rationnelles, produisirent plus de livres. Et si la peste noire tua tant d'hommes et paralysa un moment la vie intellectuelle, elle eut, du moins, cet heureux effet que, la même quantité de livres s'offrant à une demande plus restreinte, le prix des livres baissa. L'historien n'eut plus simplement à sa disposition des bibliothèques plus nombreuses et plus riches. Il put avoir chez lui quelques livres. D'un autre côté, les progrès de la cartographie lui firent mieux saisir l'espace. Il put enfin s'aider de sciences auxiliaires comme l'épigraphie et la numismatique qui firent alors leurs premiers pas et dont les progrès furent d'autant plus rapides qu'étaient constituées des collections d'inscriptions et de monnaies qui facilitaient les comparaisons. Entre historiens, le contact fut aussi plus facile. Les années jubilaires furent l'occasion de fructueux voyages. Les grands conciles de Constance et de Bâle provoquèrent des rassemblements dont on ne saurait, dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, exagérer l'importance. En dehors même de ces grands moments, les tournées érudites et les correspondances savantes facilitèrent singulièrement l'information des historiens. Les conséquences de l'invention de l'imprimerie furent lentes à se faire sentir, mais au début du XVIe siècle, elles étaient évidentes. D'une part, la reproduction exacte, à des centaines d'exemplaires, de cartes, de monuments, de monnaies d'inscription, fit de l'illustration, qui n'avait jamais été que décorative, un véritable instrument de travail dont l'historien put s'aider. D'autre part, chaque historien put désormais aisément consulter non seulement les œuvres les plus anciennes, mais encore les plus récentes, vieilles de quelques années à peine, ou qu'elles aient été, en Occident, imprimées. Le hasard qui avait tant pesé sur la documentation des historiens du XIIe siècle avait enfin été éliminé. À ces historiens mieux armés et mieux informés, la critique devint plus facile. Au lieu de se fier aux autorités, au lieu de peser des témoins, ils purent oser peser peu à peu des témoignages. Et sans jamais oublier des explications aussi générales que la volonté de Dieu ou les caprices de la fortune, ils s'attachèrent peu à peu à mieux dégager les causes particulières. Dans ce grand mouvement général de progrès de l'érudition et de la culture historique, les humanistes jouèrent assurément leur rôle. Mais d'abord, ils ne furent pas les seuls. Dans les monastères et dans les bureaux, l'érudition fut soutenue dans sa marche par de bons ouvriers, que n'avait pas touché le courant humaniste. Ensuite, plus que les humanistes n'en eurent conscience,
Leur histoire s'inscrivit dans la tradition médiévale. Plus qu'ils ne le reconnurent, ils furent les fils d'Eusèbe, de Cassiodore et de Bède. Et ce qu'il y eut chez eux de nouveau ne fut pas tout profit pour l'histoire. Le retour à la géographie antique fut un contestable progrès. Le retour au beau latin, qu'ils voulaient de Tite-Live, avec ses pompeux discours et ses vains ornements, leur fit trop souvent oublier les leçons des érudits moins prétentieux qui, depuis des siècles, avaient donné à l'histoire le respect des documents originaux et le goût des citations exactes. Du moins leurs prétentions encouragèrent-elles l'histoire à rejeter cette modestie qui, depuis 10 siècles, la marquait et à retrouver son antique fierté. L'histoire ne se voulut plus au service de la théologie ou du droit. Elle se conçut plus autonome. Elle se donna des buts plus ambitieux. Mais cet ambitieux historien avait des convictions. Il aimait son pays, et il lui fallait bien vivre. Il aimait qu'il payait. L'institution d'historien officiel, qui fleurit dans la seconde moitié du XVe siècle, dans tout l'Occident, marque bien l'ambiguïté où se débattait l'histoire. Elle était devenue majeure. Elle avait conquis son autonomie. Mais elle n'avait cessé de servir l'Église que pour entrer au service de l'État. Beaucoup se sont demandé quand donc l'histoire moderne était née. Pour les uns, ce furent les professeurs du XIXe siècle, qui la tinrent sous les fonds baptismaux. Pour d'autres, ce furent les philosophes et les érudits du XVIIIe. Pour d'autres encore, les juristes de la seconde moitié du XVIe siècle. Et pour beaucoup, les humanistes de la Renaissance. On me forcerait à répondre, je dirais que, si l'histoire moderne est discours, peut-être bien que les humanistes de la Renaissance ont largement contribué à son développement. Mais si elle est érudition, c'est dans les monastères, aux alentours de 1100, qu'elle est assurément née. Mais je ne répondrai pas à cette question, car elle suppose une rupture entre une histoire qui serait ancienne et une autre qui serait moderne. Et tout mon livre, au contraire, a tendu à montrer, à travers les âges, la continuité de l'effort historique, la solidarité de tous ces historiens qui ont voulu retrouver, à tout le moins conserver, et dire le passé. Et dans cette longue chaîne de solidarité, les 1000 ans que l'on appelle le Moyen-Âge ne représentent pas une rupture. Fiers d'être nous-mêmes historiens, cessons de voir avec condescendance ces temps peuplés de naïfs conteurs. Certains le furent, mais beaucoup d'autres ne furent rien de moins que nos lointains camarades, nos dignes collègues, dont ce livre aurait voulu simplement marquer, avec toute la sympathie due à des collègues, surtout si lointains,